bienvenue sur le Globe. On est devant le cabinet McKinsey comme le titre le dit. En fait, Véran et McKinsey, les liaisons un peu dangereuses. Enfin, pour nous, c'est devenu dangereux. J'ai deux personnes qui souhaitent s'exprimer, Fatih et Nadia, sur justement cette histoire. Qu'est-ce que c'est le cabinet McKinsey? Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'en partie ou en grosse partie, la crise a été plus ou moins gérée par eux. Aussi ceux qui ne savent pas qui est le cabinet McKinsey, quelles ont été plus ou moins les transactions, les questions qu'on se pose et quel a été leur rôle majeur dans la crise et comment se fait-il que ce soit un cabinet privé américain qui vient ici gérer une crise d'ordre public en réalité, et il se pose aussi la question des fortes sommes d'argent bien sûr que nous contribuables avons dû débourser pour pas ce fonds de pension mais ce cabinet privé. Donc est-ce qu'il y a des, comment on appelle ça, des conflits d'intérêts? Est-ce que tout ce beau petit monde se connaît? Qu'est-ce qu'il y a exactement là-dessous? Donc ça veut dire que là, il y a beaucoup de gens qui se sont engraissés sur la crise, pendant que beaucoup d'entreprises, de PME ont mis la clé sous paillasson. Beaucoup de personnes aussi ont été suspendues sans salaire, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Les soignants qui sont suspendus sans salaire, sans aucun droit, et les pompiers aussi. Ça, c'est pas trop grave, mais pendant ce temps-là, on a ce type de cabinet qui va engranger de l'argent. On a aussi des labos qui vont engranger de l'argent. Vous voyez, ces gens-là ne sont pas des philanthropes. Ils ne cherchent pas à sauver le monde. S'ils cherchaient à sauver le monde, vous voyez, ils ne percevraient pas autant d'argent. Ils le feraient un peu comme moi, quoi, à titre bénévole, parce que, vous voyez, ça démontre que les gens qui sont sur le terrain un peu comme moi, ils arrivent à le faire bénévolement. Deux invités, Nadia, Fatih, bien connus des manifestations, par leur prise de parole. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont sur le terrain, notamment ont débuté sur le terrain gilet jaune, hein, qu'on peut dire. Aujourd'hui, on sait que Olivier Véran a été entendu par une commission, une dite commission d'enquête. Alors, s'agit-il encore une fois de plus d'une pièce de théâtre, d'un scénario, pour nous faire croire qu'on leur demande des comptes? Ou parce que justement le cabinet McKinsey, c'est quelque chose dont on a parlé depuis le début, surtout Nadia, surtout Fatih, ils en ont parlé tout le temps, plusieurs fois sur le Globe, durant les manifestations, ça a été dénoncé à plusieurs reprises. Et puis après, il y a d'autres personnes, bien sûr, d'autres lanceurs d'alerte qui ont aussi pris le relais en dénonçant justement ce fameux cabinet McKinsey. Qui a été le premier, ça peu importe, le tout c'est de le dénoncer. Viens, on y va alors. On va rentrer, on va essayer de rentrer, on va voir comment ça se passe. Hein. Salut. Tiens, déjà, tu peux mettre ça là pour qu'ils voient. Tu fais une recherche juste sur Wikipédia. Tu as dans le sommaire tout ce qui est très intéressant à développer. C'est ça que je voudrais que tu vois. Alors, tout ce qui est intéressant à développer, c'est tout ce qui est en jaune fluo. Voilà. McKinsey & Company. Alors, Fédération nationale des travaux publics, nationale de communication. Et McKinsey et compagnie, donc cabinet privé. On est là. Bonjour. À chaque fois, on voudrait voir un consultant de McKinsey et compagnie. C'est possible. J'aurais besoin de vos pièces d'identité. Pourquoi? Parce que voilà, on demande la pièce d'identité pour tous les visiteurs. Voilà, moi j'ai un registre, je vais noter vos noms. Et aussi parce que je vais donner un badge en échange pour monter au 7e étage. Ah, d'accord. Si c'est possible, une carte vitale. Et si? Attendez. Tenez. Prenez ça. C'est une carte de presse. Merci. C'est à quel étage, McKinsey? Au 7e étage. 7e étage. Il fait combien d'étages le bâtiment? 8 étages. Ah oui, ça va, ils sont... Ah, donc il y en a une qui va monter. Il peut pas nous envoyer quelqu'un plus tôt? Ça dépend où est-ce que On va discuter, on va voir qui c'est qui va monter avec toi au 7e étage. Voilà, parce qu'il faut ta identité. Bah, tu penses bien, t'as pas envie de donner ta pièce d'identité? Je suis déjà assez fiché comme ça. Moi, de toute façon, ils retrouveront la vidéo, donc mon identité, ils l'auront. Bah, t'es la presse, c'est différent. Donc, bon, t'as vu, hein, non, je suis entièrement d'accord avec Nadia, il ne faut pas donner les pièces d'identité. Ça, c'est une manière de nous ficher déjà. Ils nous fichent déjà suffisamment comme ça. Donc, surtout enfin, nous, on ne vient pas demander le McKinsey, on a un cabinet de stratégie.
Tu l'as dit tout à l'heure, je crois que je t'ai entendu, qui était déjà dans la commission Attali en 2009. Non, ça, j'en ai pas parlé. 2009. Mais c'est bien de le dire. 2009, mais Justement, il y a des 2007, personnes qui ne savent pas qui c'est le cabinet Alors- McKinsey. Aujourd'hui, il a été interrogé au cours d'une commission d'enquête, Olivier Véran. Donc il faut voir comment il s'est débrouillé. Il faut voir comment il a répondu. Alors, on va commencer déjà par le début. Si on est venu ici et parler de McKinsey, c'est qu'on a beaucoup parlé de BlackRock, des sociétés secrètes comme ça, mais on a très peu parlé de McKinsey. Les gens, ils ont du mal à comprendre. On nous dit que la France, elle est gouvernée par l'Union européenne, ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. Et quand tu recherches bien les informations, tu t'aperçois qu'en vérité, c'est un groupe privé, notamment McKinsey, qui dirige notre État. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est dans toutes les administrations. La preuve, dernièrement, il a reçu 500 000 € pour la commission. Alors attends, j'avais pris quelques notes. Il avait reçu, donc ils ont facturé, c'est même pas reçu, c'est facturé 500 000 € pour le cabinet, donc par rapport à l'éducation nationale, pour une enquête dans l'éducation nationale. D'accord? Voilà. Qui est Victor Fabius alors là pour que tu nous expliques? Attends, laisse-moi finir. Mais là, pour que les gens comprennent bien que ça va très loin, est-ce que vous savez quand même que McKinsey, c'est lui qui est à l'origine de France Télécom? C'est lui qui est à l'origine de la privation de France Télécom. Voilà, la privatisation. Parce que l'origine de France Télécom, c'est autre chose. Voilà, c'est la privatisation. Il faut savoir que McKinsey, il est implanté dans énormément de pays. Alors, il a plus d'une centaine d'années, ce groupe privé. Il est implanté dans énormément de pays, ok. Et ils sont là pour, en réalité, privatiser les États. C'est simplement ça, ils sont là pour privatiser les États. Et moi, alors, je sais toujours qu'il y a toujours les bas de plafond qui vont te dire « Ouais, mais on a toujours travaillé avec des groupes privés. » Nous, on a une réflexion qui va plus loin, dans la mesure que si tu fais appel à des cabinets, des prestations privées, à quoi servent nos institutions? Pourquoi nous payons des institutions? Pourquoi nous payons, par exemple, le ministère de la Santé, qui nous coûte un pognon dingue, quand c'est un cabinet McKinsey privé qui te fait tout le protocole de la dictature sanitaire? C'est là où il y a un problème. Et ça nous coûte un pognon dingue. Il faut savoir que ça nous coûte actuellement 2 millions par mois, rien que pour leur projet de vaccinal et leur dictature et tout ce qui va avec. De passe sanitaire et tout ça. Non, ça c'est beaucoup plus. Ça c'est les chiffres qui veulent nous communiquer, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr. McKinsey en réalité c'est un cabinet qui déjà travaillait dans la commission Attali en 2009. C'est lui aussi qui est à l'origine de la campagne de la REM, la République En Marche. En 2016, il était déjà à côté de Macron. Vous allez sur le site Consultor et vous allez trouver toutes les informations liées au cabinet McKinsey. Et c'est pour ça que c'est scandaleux. C'est un cabinet, ils le mettent bien, qui est dans les pas d'Emmanuel Macron. D'accord? Donc, commission Attali, rédaction du programme présidentiel, élaboration de la stratégie vaccinale contre le Covid, etc. etc. Et c'est un cabinet américain, tu vois. Là, on te parle toujours de souveraineté, ça veut dire que nous, il n'y a pas de cerveau, on n'est pas capable. Et comme l'a très bien souligné Nadia, on paye des hauts fonctionnaires, un pognon de dingue, pour qu'à chaque fois, ceux-là font appel à des cabinets privés pour faire ou des études d'impact, alors qu'on a des magistrats, des services qui sont tout à fait compétents pour le faire, ou des études de market, des conseils en stratégie, etc., qui nous coûtent aussi là un pognon de dingue. Mais pourquoi? Parce que McKinsey, comme elle l'a bien dit, il n'est juste là que pour privatiser tous nos services publics. Il est derrière les réductions d'effectifs à l'hôpital, il est derrière les retraites. Les retraites, il est derrière la destruction des services publics. Voilà. McKinsey, c'est la paupérisation de la société, c'est la précarisation de la société, c'est la privatisation, c'est la start-up nation. Parce que c'est le but. Macron et tous ceux qui gouvernent, leur but c'est vraiment de détruire les services publics, de créer des déficits, de créer de la dette pour dire bah, écoutez, on est obligé de privatiser. Et on va aller vers ça. Il y a un bouquin qui a été sorti, février je crois 2020, et dans ce bouquin il disait comment McKinsey détruit la classe moyenne. Parce que leur but c'est de détruire la classe moyenne, de détruire les petits et moyens commerçants afin qu'il n'y ait que deux classes, les très riches et les très pauvres. Exactement ce qu'on a observé depuis la crise sanitaire. C'est-à-dire que confinement,
fermeture des magasins considérés comme étant non essentiels, souvent les petits commerces, petites et moyennes entreprises aussi, et aujourd'hui beaucoup qui ont été en faillite. Donc on tend vers cette société-là où on privatise les profits et on nationalise les pertes. On le verra sur d'autres sujets, d'accord? Ce document-là qui parle non seulement de la commission Attali, de la rédaction du programme présidentiel, mais qui implique après la crise du Covid-19, c'est un document qui dit qu'en gros, il y a eu d'abord la commission Attali, après il y a eu le programme présidentiel pour faire la crise. Voilà, il te fait exactement la chronologie. Hein. Il te fait la chronologie de comment ça a commencé en fait, comment tout ça a été mis en place. Donc c'est très intéressant. McKinsey, il faut dire, derrière Sarkozy, il était déjà derrière Sarkozy aussi. La commission Attali, je crois que c'était de l'époque aussi de Sarko. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment se fait-il? Et c'est là où il faut rendre des comptes. Et c'est là où je trouve dommage que sur les plateaux télé et que ce soit dans les commissions du Sénat, ils n'en parlent pas. La première des choses à dire, c'est comment se fait-il qu'on a donné la responsabilité à un cabinet de conseil en stratégie qui est à l'origine de la crise des opioïdes aux États-Unis. Les opioïdes, tu sais, c'est ces fameux antalgiques qui ont rendu dépendants des milliers d'Américains jusqu'à overdose, jusqu'à décès. Tu lis la crise des opioïdes aux États-Unis, qui a été d'ailleurs jugée, je crois, en décembre 2020. Tu fais le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, c'est exactement la même chose. C'est le même mode opératoire. Donc on a confié un cabinet de conseil en stratégie qui est mêlé à des Américains qui ne payent que $170 d'impôts aux États-Unis, hein, donc ça y va la fraude fiscale. On a confié à ce cabinet qui pour moi relève de la mafia, puisqu'il est quand même derrière la crise, les dissidents emprisonnés en Arabie Saoudite. Crise de 2007-2008, c'est-à-dire la crise des surprises. Là, on a une fête à côté d'un camp de concentration ouïghour, il faudra creuser parce que j'ai pas retrouvé, enfin j'ai pas développé ce côté-là. La campagne de vaccination en France, qui fait partie des scandales et controverses. Hein. Corruption en Afrique du Sud, accusation de fraude fiscale, détournement de fonds en Belgique. Et autre chose aussi, il faut savoir que dans l'affaire, je crois que c'est des opioïdes, ils ont payé à hauteur de 573 millions. 73 millions de dollars, tu vois. Donc 2 millions par mois, c'est rien. L'une des plus grandes fraudes fiscales de l'histoire des États-Unis, c'est l'affaire Enron. L'affaire Enron, c'est une entreprise qui a été créée par un ancien de McKinsey. Et le cabinet de conseil en stratégie est intervenu en leur disant voilà, il faut faire comme ça, des truchements comptables. Et ça a été à l'origine d'une des plus grosses fraudes fiscales de l'histoire des États-Unis. Donc tu vois bien que c'est une mafia. D'ailleurs, dans le jargon courant, il ne l'appelle pas cabinet, il l'appelle la firme. La firme. La firme, tu vois, ça veut tout dire. Donc on a confié à une mafia, carrément, la responsabilité de gérer la crise sanitaire, d'intervenir au sein de l'éducation nationale, mais toujours pour réduire les effectifs, hein, non pas pour améliorer le quotidien, que ce soit pour les enseignants, l'amélioration au niveau des enfants, etc., des élèves, etc. Et pire, t'as Véran qui est mis au pied du mur, qui bégaye lors de cette audition et qui aujourd'hui est revenu en disant eh ben, je vous annonce que pour 2022, on leur a même confié la gestion de la stratégie vaccinale pour les enfants en pédiatrie. Ah oui, ils viennent de l'annoncer. Donc, très grave. 4 jours avant que Macron il prenne la parole pour dire obligation vaccinale pour les soignants et passe sanitaire pour les autres. 4 jours avant, McKinsey avait déposé un rapport qu'il avait transmis au fameux Conseil de défense pour lequel, on le sait, tout est hermétique. Je crois que on n'a pas accès aux documents pendant combien d'années? Voilà, pendant plusieurs années. Ouais. Ben parce que McKinsey est mêlé au Conseil de défense stratégique. Moi, je suis persuadée que le Conseil de défense, il est juste là pour donner l'illusion parce qu'il est soi-disant composé de scientifiques, etc. Mais, non, même pas, c'est les ministres. Mais qu'en réalité, c'est McKinsey qui dirige. Et alors, attends, comme il est tellement sournois, le Véran, quand Eliane Alfassi, la sénatrice, lui dit mais attendez, on a les documents, vous vous rendez compte, c'est du détournement de fonds publics et en réalité on se rend compte des rapports qu'on a reçus que c'est McKinsey qui est à l'origine de la politique sanitaire. Il dit les documents ils sont signés McKinsey? Non. Ce qu'il ne dit pas, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait une employée de McKinsey a été déplacée, elle venait travailler au sein du ministère de la Santé. Elle remplissait les rapports, donc c'est l'employé de McKinsey qui remplissait les rapports, qui a été estampillé ministère de la Santé. Non mais c'est pas du foutage de gueule, ils le savent pertinemment. Alors ils peuvent pas embaucher, mais un pognon de dingue, des magistrats, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont fait l'ENA, des personnes qui ont fait les Sciences Po, des personnes qui ont fait les grandes écoles, mais qui ne servent à rien,
puisque, enfin si, elles servent à quelque chose, à donner l'illusion que ça travaille, mais on fait appel à des cabinets de conseil stratégique, cabinets privés. Mais pourquoi on fait appel? Parce que c'est pas le seul. Ils ont fait appel à plus d'une quarantaine de cabinets, mais c'est lui qui a remporté le plus gros du marché. C'est voulu, puisqu'on vous dit qu'il est derrière la campagne présidentielle de Macron, la République en marche. Il rend l'appareil. Et qu'on ne veut... Voilà, c'est des échanges de bons procédés. On t'a soutenu, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est une vraie Maintenant, mafia. tu nous mets dans tous les bises. bises. Conflit d'intérêts. Il faut préciser que quand Macron a été élu, certains conseillers de McKinsey a été placés à l'Élysée. Ils ont été placés dans des ministères. Oui. Tu vois, c'est ça qui est grave aussi. D'ailleurs, Mais ils sont conseillers auprès de Marlène Schiappa. par rapport à l'enquête, par rapport à cette fameuse commission d'enquête du Sénat, ils portent l'enquête sur les 700 000 € seulement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À aucun moment, ils parlent de tous les autres millions qu'on leur a filés. Tu vois? Donc c'est encore pour une fois pour te montrer qu'ils disent soi-disant il y a une commission, Voilà. mais on sait très bien qu'elle est biaisée dès le départ. Mais le pire, c'est qu'à un moment, Véran, il se permet de dire quand même, devine quoi, qu'ils ont dormi dans des lits de camp, qu'il y a dans les ministères et tout ça, il y avait Il a des lits de camp. installé des lits de camp pour Ils leur ont dire voilà ce installé. que j'ai fait pour vous. Voilà. En gros, en pleine commission, il leur dit regardez, moi avant, vous dormiez dans Regarde. des lits de camp, regardez ce que j'ai fait pour vous. Non, c'est pas Regarde. ça. Ils ont voulu dire qu'ils étaient tellement mobilisés, qu'ils ont tellement mobilisé de monde, que les gens dormaient dans des lits de camp dans les ministères. Bah Regarde. oui. Et ils mangeaient et buvaient de l'eau et du pain dur. Non, Foie gras. écoute, c'est un gouvernement où on a observé qu'ils avaient multiplié le nombre de collaborateurs. À quoi ça sert de multiplier le nombre de collaborateurs, d'accord, de ministres, etc., si on continue à faire appel à des cabinets privés? Donc, où va le pognon? Où va l'argent? Mais à côté de ça, comme le dit toujours très bien Nadia et d'autres personnes, vous tapez toujours sur les minima sociaux, alors que là, on est devant des abus et des détournements de fonds publics, des conflits d'intérêts, avec parmi les fondateurs, enfin même pas un fondateur, mais un personnage qui est assez important chez McKinsey, un mec qui s'appelle Rupta, je ne sais plus comment, qui a fait un délit d'initié, mais équivalent à l'affaire Madoff. On est vraiment au cœur de la mafia, ni plus ni moins. Donc là, pour te donner un exemple, parce qu'ils n'ont pas de pognon, pour améliorer les conditions de travail des soignants, pour acheter du matériel, ils n'ont pas de pognon, ils ferment les lits, ça fait partie de la stratégie de McKinsey, c'est la réduction d'effectifs, la réduction de moyens, c'est comment justement économiser, faire des économies sur la santé et sur l'humain. On privatise les profits, on nationalise les pertes. C'est leur fer de lance, on privatise les profits, on nationalise les pertes. C'est vérifié surtout, que ce soit EDF, que ce soit les barrages, que ce soit les autoroutes, etc. Donc tu vois, pour te donner un exemple, Hospice Civil de Lyon, c'est un institutionnel, donc il appartient au secteur public. Ils ont passé un bon de commande pour 500 000 €. La Cour des comptes, elle s'est penchée sur ça pour un résultat néant, d'accord? Et la description de l'article, donc la commande, elle consistait à un diagnostic, accompagnement de la fonction pharmaceutique, plan de progrès et Kick-Win, accompagnement de la fonction pharmaceutique. C'est juste des statistiques, des recherches. Non, même pas. C'est comment on peut remodéliser le service. D'accord? C'est comme ça qu'on va Mais vers des 500 000 € pour tarifications. ça, c'est... 500 000 € et le rapport est néant. Puisque finalement, ça n'a pas produit d'effet, c'était pas utile. Mais C'est pas utile, mais 500 000 € par la ici, fenêtre. 700 000 € à l'éducation nationale. Ils ont investi le terrain. Ils sont aussi sur le plan de la retraite. Ils sont derrière le programme de la retraite. Ils sont derrière tous les dossiers toutes les réformes, merci, de privatisation, de paupérisation, d'austérité concernant les services publics et les Français de Mais toute façon. surtout, il faut se dire, là, dans ces cas-là, comme par hasard, ils savent trouver l'argent. Donc, il y a C'est l'argent. une mafia. L'argent, elle est là. Mais les Français ont du mal à comprendre qu'on est juste des vaches à lait. On est juste là pour engraisser toutes ces grosses compagnies qui n'ont rien à foutre sur le sol français. D'accord? Ou alors, dans ces cas-là, on dégage toutes nos institutions. Et tous les hauts fonctionnaires, on les vire. On les paye plus. Non, C'est c'est tout. ce qu'ils veulent. En fait, c'est exactement ce qu'ils veulent. En agissant comme ça, ils savent qu'on va réagir, qu'on va dire oui, comment se fait-il, et qu'on va dire mais attendez, si vous payez des cabinets privés, à quoi servent les fonctionnaires? Ils vont dire bah oui, vous avez raison, parce qu'on est incapable, nous, de produire des vrais résultats. Donc est-ce qu'il ne serait pas opportun, justement, continuons dans la lancée et puis virons les De tirer la vis et à l'administration encore plus. Allons vers une vraie privatisation. C'est leur but en réalité. Donc tu vois, dans la crise des opioïdes, ils ont dû payer 573,9 millions de dollars en réparation d'une décennie de conseils aux fabricants d'opioïdes. Ces antalgiques accusés d'avoir rendu des centaines de milliers d'Américains dépendants. Mais attends, la faute de McKinsey,
c'était de faire un travail extensif auprès des producteurs d'opiacés dont il a tiré profit. Notre travail nous a permis de mettre en lumière des schémas marketing qui allaient bien au-delà des premières entreprises que nous avions ciblées dans notre enquête. Au terme de notre travail, il est devenu très clair où nombre de ces schémas marketing trouvaient leur origine de consultants de McKinsey. Pendant ce temps-là, des millions d'Américains sont devenus accros, ont fait des overdoses et sont décédés. Le but de McKinsey, c'était de dire il faut privilégier un des médicaments qui était le plus rentable financièrement. Le plus dangereux, mais le plus rentable. C'est sa stratégie. Donc c'est la rentabilité au détriment du vivant, quoi. Moi, au détriment de l'humain. Ce qu'elle disait Patty par rapport à... Ils gagnent de l'argent avec l'humain. Ça a été décidé, la décision elle a été rendue, je crois, l'année dernière, ils en ont parlé en 2020, mais comment, on est en pleine crise sanitaire, comment on continue à confier des contrats à hauteur de presque 11 millions d'euros à un cabinet qui est déjà mêlé à la crise des opioïdes, à un vrai scandale sanitaire où on sait qu'il y a eu des overdoses et des décès, donc il a des criminels. McKinsey qui avait dit en son temps, je remercie Adèle qui me l'avait appris, j'étais pas au courant, quiconque passerait au sein de leur institution, de leur cabinet, ne finirait jamais en prison, même si condamné. Et il m'a donné un exemple, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde était chez McKinsey. Voilà. Il y a eu l'histoire avec l'arbitrage LCL et Tapi. Elle a été jugée, condamnée. Et maintenant elle est où? FMI et Banque Centrale Européenne. Voilà. Et ben c'est un exemple type de ce que m'a expliqué Adèle. Effectivement, ils sont protégés. Bien sûr, ils se protègent entre eux. Ils se protègent. Ils se font des lois déjà. Ils n'y arriveront jamais. C'est l'impunité totale. Tu vas les pour la même mafia. Parce que, comme l'a dit Nadia, hier c'était Sarkozy. Aujourd'hui c'est Macron, mais demain ça sera un autre. Voilà. Ils seront pareils, ils sont à l'affût, ils ne vivent que de ça. Donc en réalité, on a vraiment un gouvernement, un État qui est là pour faire illusion, mais aux commandes, c'est pas l'État, c'est des cabinets privés, c'est des lobbyistes, c'est tous ceux qui sont en train de privatiser, de mener la France, le monde entier même au précipice, de l'étouffer. Et puis, comme je te dis, on va créer deux classes. D'ailleurs, la crise du coronavirus, elle a été révélatrice parce qu'on s'est rendu compte que les milliardaires sont devenus encore plus riches et les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Et la classe moyenne, elle existe quasiment plus. Ouais. Elle résiste encore un petit peu, mais elle va s'effondrer d'ici la fin de l'année. Fin d'année et début 2023, ça sera fini. Donc on sera vraiment entre uniquement deux classes. Donc là, toi, la commission d'enquête là, qui l'a interrogé, toi tu dis bidon parce que en fait c'est 2 millions par mois. Et en réalité, elle lui parle que des 700 000 euros. Voilà. Ouais. Non, elle en a parlé. Elle a parlé de 2 millions. Oui, elle a parlé que de 700 000 euros. Elle a parlé que des 700 000. Elle a parlé que des 700 000, oui, c'est ça. Mais bien sûr, c'est toujours pareil, c'est la comédia dell'arte, c'est pour nous donner l'illusion, parce qu'ils savent très bien, comme il a dit Macron, il y a 66 millions de procureurs. Oui, nous sommes 66 millions de procureurs. Ouais. Et ils chargent à tous les Français d'enquêter sur toutes ces institutions. Parce que tout est gangréné, de faire des organigrammes. Tout à l'heure, moi, je regardais un peu l'organigramme de McKinsey. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait Fabius. Je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, Fabius, tu l'as montré. Donc, dis-nous son implication, alors. Le fils de la nana d'Allemagne. Alors, il travaille au cabinet McKinsey. Il y a le fils d'Ursula von der Leyen, qui est lui aussi associé chez McKinsey. D'accord. Donc, il y a des gros intérêts. Oui. Ursula von der Leyen. Voilà, la présidente de la Commission européenne, son fils est chez McKinsey. Comme Fabius. Son père, il est au Conseil constitutionnel. Et le fils est ici. Ouais. Quand même, Fabius, je sais pas moi. Ah, mais il se goinfre. Au-delà du fait qu'il se goinfre, quelle probité. Il nous a parlé d'exemplarité, Macron. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a basé toute sa campagne sur la transparence et l'exemplarité. Il a fait tout le contraire. Bah là, c'est transparent. Opacité et mafia, corruption. En fait, c'est la corruption, c'est la mafia, c'est les conflits d'intérêts et on s'en sortira jamais. Alors moi, je dirais qu'il y a toujours eu des conflits d'intérêts, il y a toujours eu la mafia. Mais à ce niveau-là, jamais. Là, ça prend un niveau, si on ne le comprend pas, c'est grave. Regarde. Du coup, là, on peut considérer que la crise, c'est une... Mais la crise, la crise, elle est juste là. Alors, la crise, leur crise, parce que c'est eux qui l'ont mis. Mais parce que, moi, je l'ai toujours dit, leur but final, c'est qu'on soit plus français, la France n'existe plus, qu'on soit un État parmi des États dans le même, c'est le nouvel ordre mondial. Voilà, c'est le nom. C'est la gouvernance mondiale. Voilà. Regarde, et pour ça, il faut détruire toutes les nations. Et la meilleure façon de les détruire les nations, c'est de rentrer dans les institutions et de les privatiser et de faire en sorte qu'on n'a plus rien. Voilà.
C'est surtout voilà, de faire Quelqu'un en me sorte- dit que Mais le regarde. fils dans le trafic d'armes, il a été impliqué dans un trafic d'armes en Oui, Afrique. exactement, le Aussi. fils Fabius. Oui, Oui, le tout à fait. Ouais, Mais bah pas bon, que ça. Fabius, regarde, Il avait- attends, je te montre juste, c'est parce que c'est intouchables. important pour les montants. Parce que tout à l'heure, on parlait de cette commission qui parle que de 500 000 euros dans 700 000 euros dans l'éducation nationale. Mais regarde, tous les chiffres, vous les avez sur ce document. Les missions de McKinsey interviennent dans le cadre d'un vaste marché de transformation de l'action publique d'État français entre 2018 et 2022, d'une valeur globale de 100 millions d'euros. Voilà. Donc tu vois, et ça, tu vas me dire qu'aujourd'hui, Madame la sénatrice Alfassi, elle s'est rendue compte que McKinsey s'occupait de la crise sanitaire. Hein. Alors oui, il y a un problème parce que c'est eux qui sont... Je suis intimement convaincue, même si Véran dit le contraire, 4 jours avant, ils rendent un rapport et 4 jours après, Macron prend la parole en disant obligation vaccinale et passe sanitaire. Et parce que dans ce rapport, ils avaient préconisé qu'on devait arriver à 50 millions de primo-vaccinés. C'était inscrit dans le rapport. Donc c'est vraiment eux qui ont misé sur la stratégie vaccinale en France, avec toutes les mesures coercitives, liberticides qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont à l'origine de tout ce qui nous implique chaque jour, quoi. Oui, mais les de toutes les lobbyistes, restrictions les lobbyistes, la des Commission européenne, tous ces lobbies d'influence, tous ces cabinets d'influence. Et alors, attends, un cabinet américain en plus, hein. Ils agissent, ils interagissent sur la politique en France et sur le quotidien des Français. C'est ça qui est grave. Et les Français ne disent rien, apparemment. Ça Alors, tu me disais sur où j'avais trouvé ce document, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Consultor. Et tu sais où il est, Consultor ? Consultor. Alors vous allez sur Consultor et vous allez trouver Consultor stratégie vaccinale, Made in Kinsey, une facture à 10 millions d'euros. Que pour le volet sanitaire. Hein. Que pour le volet sanitaire, parce qu'ils que sont là, impliqués Ils dans... sont dans la retraite, dans l'éducation nationale. Ils Parce sont que je dans veux dire. tous les secteurs publics. Je pense qu'ils sont même beaucoup plus loin. Plus loin. Et je ne serais même pas étonnée, d'ailleurs, on en reparlera, je ne serais même pas étonnée que derrière tout ce qui est privatisation d'EDF aujourd'hui, on va retrouver McKinsey. Ce fameux Ouais. projet Hercule. Là, on dit justement où ils veulent privatiser les profits, nationaliser les pertes. C'est le projet Hercule. Et Consultor, ils sont pas loin, ils sont 55 rue Pierre Charon. Ce serait intéressant aussi. Un jour On essaie de re-rentrer Ça vous dit? Mais Bon. vous nous demandez les pièces d'identité. On va essayer de re-rentrer, on va demander quelqu'un. Je donne pas ma pièce. c'est Non bon. mais on va demander quelqu'un. Non, on donne pas sa pièce, viens. On va juste demander si quelqu'un peut descendre. Au moins. Il faudrait que. Je vous attends la suite. Tu veux pas? Je voudrais faire un aparté, c'est juste par rapport à la carte d'électorale. Vous avez reçu votre carte d'électeur? Non. Alors Ah regardez non, j'ai bien. pas reçu moi. Donc, Moi, ils veulent pas que je vote. les gens qui ne comprennent pas que Le tout QR code. gagner. Ça c'est mon ancienne carte électorale, tout comme tous les ans, tous les ans à peu près on recevait ça. Quoi. Je veux dire, pas tous les ans, c'est tous les 5 ans déjà pour les présidentielles. Mais pareil pour élire les maires, j'avais reçu la mienne. Ça c'était pour les maires. Et regarde la nouvelle carte. La nouvelle carte, il y a le QR code. Donc, Ça veut dire qu'ils on vont ne nous vient faire pas me scanner. dire qu'il n'y a pas quelque chose avec ça. Pourquoi un QR code? Moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, jusqu'à maintenant, à quoi ça sert le QR code? C'est pour pouvoir accéder Ah oui, au c'est pour- restaurant, ouais. tout ça. Donc si aujourd'hui on te met un QR code sur ta carte électorale, c'est qu'il y a un loup derrière. D'accord? Donc, quand on me parle des présidentielles et tout, moi je rigole parce que déjà tout est truqué, tout est fait d'avance. D'accord? Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est qu'ils essayent de faire passer le vote électronique. Électronique, voilà. Ça a été dégagé par le Sénat. Sache qu'ils sont en train de le remettre sur la table, hein, le vote électronique. D'accord? Il y a Bayrou qui en parle et Gabriel Attal. Voilà. Alors Gabriel Attal, le mec, il te dit qu'en ayant 100 € d'aide pour le carburant, ça te fait 50 litres à 2 2 euros. euros. 50 pleins, 50 50 pleins. à 2 euros. 50 pleins à 2 euros, ils savent même pas compter. Bah tu m'étonnes qu'ils appellent des cabinets privés. Non, non. Non, Ils non, font non. semblant. Blanc de pas savoir. Ah, voilà. Tu vois, c'est comme l'histoire, on est sur... Je te jure, hein, j'ai envie de les voir et de leur dire comment vous pouvez mentir comme ça. Vous avez augmenté le nombre de collaborateurs, comment tu peux nous dire qu'ils sont sur des lits de camp, d'accord? Tous leurs hôtels particuliers dans lesquels ils ont logé, d'accord, qu'on leur a offert, même à l'Assemblée nationale, ils ont refait tous les bureaux. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait des super couchettes, ils leur ont fait des super bureaux où ils peuvent dormir dans un confort. Mais alors, même toi, tu changerais ton appartement pour leur bureau. Et ils nous disent, ils dorment sur des lits de camp. Moi, je veux les voir, ces lits de camp. J'aimerais bien qu'on rentre. Ça commence à bien faire leurs conneries, là. Et puis les autres en face, ils nous font leur cinéma, leur sketch. Non, écoute, ils augmentent On le y nombre va, de on essaie de collaborateurs rentrer, et- viens. Ah, Tiens, il y a des gens qui payent. rentrent là, il y a des gens qui rentrent, viens, on va essayer. Venez. On va essayer de rentrer. On va lui demander s'il y a quelqu'un qui peut descendre. Vous la gare ou... Non. Oui, ça sent mauvais.
chez moi, je tente de nous l'appeler. Non, mais on va demander s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne de chez McKinsey qui peut descendre? On aurait quelques petites questions. Donc voilà, vous leur dites qu'il y a une équipe de journalistes qui aimerait leur poser quelques questions, Merci. même si C'est bon, on va la laisser après. on va essayer de voir s'il y a une personne qui peut nous répondre par rapport. Non, madame, dites-leur qu'on est en. Non, il y a la carte de presse, tu mets la carte de presse. Donnez le nom, oui, vous avez raison. Si vous me retrouvez suicidée, les enfants, sachez que ça vient pas de moi. Je me suiciderai jamais. Vous voulez dire c'est Élise Lucet qui l'attend? C'est Élise Lucet, vous lui dites. Non, Élise Lucet. Élise Lucet. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire, ils vont chercher s'il y a quelqu'un qui peut descendre. D'accord. C'est bien aimable. Merci beaucoup. Donc on va voir s'il y a une personne qui peut descendre. C'est déjà pas mal. Donc le problème c'est qu'on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. C'est-à-dire? Alors moi je suis pas d'accord. On devrait même pas leur dire comme ça. Toi tu es journaliste, ok? Mais nous on est les employeurs. À partir du Avec moment nos impôts, où ils sont tu payés. donnes de l'argent public à des cabinets privés, tu vois, c'est comme si on avait sous-traité. Mhm. On a un droit de regard. Normalement, oui. Voilà. L'État, le gouvernement, les députés, les ministres, ce sont nos employés. Les employeurs, c'est nous. Il va falloir réapprendre à remettre les choses en place. Et ben c'est pareil pour eux. J'estime qu'à partir du moment où l'argent public a été dépensé, détourné, pour moi il a été clairement détourné en direction des cabinets privés, avec une préférence pour le cabinet McKinsey qui a fait la campagne du programme du président Macron, eh bien on a un droit de regard, il y a une obligation. C'est tout. L'obligation de rendre des comptes. Quelles sont les questions si la personne elle descend? Parce que là en fait on a demandé à voir une personne, ils vont essayer de trouver une personne qui va descendre. Quelles sont les questions que toi tu aimerais leur poser par rapport à ce qui est le problème qui nous intéresse, à savoir cette crise quoi. Et puis Si oui ou non, même si je connais la réponse, ils sont derrière l'obligation vaccinale. Et attends, mince, il est 18h03. oui. Si oui ou non, ils sont derrière l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire, et je dirais même plus loin le pass vaccinal. Ce qui est intéressant, c'est que Ursula von der Leyen a parlé de cette histoire de pass sanitaire, que son fils travaille chez McKinsey. Que le fils de Fabius il travaille aussi. Tout est lié, tu vois, tout est lié. Et que quand il y avait eu des recours au Conseil d'État, et après c'est passé au Conseil constitutionnel, ils ont dit non, tout est carré, tout est bien, il n'y a pas à interjeter, il n'y a pas de recours quel qu'il soit. Donc savoir si c'est vraiment eux, même si on connaît la réponse, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent au volet de la vaccination pour les enfants? Parce que là, il y a ce trajet vaccinal. Le problème c'est que c'est eux qui sont en train de décider. Demande-leur s'ils sont pas chez McKinsey par hasard. Ils sont sûrement au cabinet. Ils ont l'air d'y être. Bonsoir, vous êtes chez McKinsey? Oui. On aurait des questions en fait si vous êtes chez McKinsey par rapport à la vaccination des enfants. On aimerait savoir si vous êtes à l'issue de la vaccination des enfants. Attends, on a utilisé des fonds publics, monsieur, et vous dites non, nous ne sommes pas chez McKinsey, donc vous avez quelque chose à cacher. Tu vois, il y a un problème. Ils descendront pas. Ils descendront pas, mais justement ils ont raccompagné un client. Je sais pas qui. Il y en a un qui a dit oui, il y en a un qui a dit non. Ils sont tous les deux dans la Ouais, dans ils la sont firme. tous les deux. Ils sont, voilà, on est à la firme et tu as bien vu, il y en a un spontanément qui a dit oui, l'autre qui a tout de suite dit non parce qu'ils ont quelque chose. Quand tu dis non, c'est que tu as quelque chose à cacher. Quand tu n'as pas le temps de répondre à des questions simples, c'est que tu as quelque chose à cacher. Donc il y a une vraie hors-méta. C'est comme le conseil de défense qui est là pour justement faire en sorte qu'on... Bonsoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent chez McKinsey qui pourraient répondre à quelques questions? Non? Donc là, de toute façon, moi, la vaccination des enfants, c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça que ça m'est venu. Je suis désolée. On vous a demandé qu'on quitte les lieux? Ils viennent de vous dire qu'on quitte les lieux, donc c'était bien McKinsey alors. D'accord. Oui, ça vient de ces deux-là qui viennent de monter. Voilà. Donc les Voilà. amis, Donc les amis, voilà. c'est pas la même si madame
Merci madame, bonne soirée. De manifester dans le ministère de la Santé, Venez ici. chercher l'ennemi où il est. Voilà. À partir du moment où les gens ne veulent pas répondre à des questions et qui te disent non quand l'autre te dit oui, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, et ben c'est qu'il faut aller chercher les réponses. J'estime que nous sommes légitimes, on a détourné des fonds publics. McKinsey est derrière la stratégie vaccinale. Moi je veux qu'on ait la transparence sur les documents et qu'on soit informé du coût réel et total Ça nous coûte. voilà, de cette opération de stratégie sur la politique. Ils Voilà. sont là, bah ils sont là. Ils sont là. Alors va voir si c'est eux, s'ils sont au truc. C'est les vigiles. C'est les agents de sécurité. Ils nous ont envoyé les agents de sécurité. Voilà. Vous avez vu, on est sortis. On serait, voilà, on serait pas sortis. Nous auraient envoyé. Au revoir. Au revoir. On leur dit au revoir. On est poli, on n'a rien fait. Là, ils appellent la police. Voilà. Là, ils appellent la police. Donc, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher et qu'on a ciblé l'endroit où il fallait interpeller les Alors, gens. on a tapé, C'est pas la peine de nous faire. Nadia, on Aux bouge. gens qui veulent venir au 90. Non, les gens, il ne faut pas qu'ils viennent comme ça. Ne fais pas des appels. Non, comme ne ça, donne parce pas que- d'adresse s'ils veulent. Moi, je suis pour qu'on. Oui, mais ils chercheront sur internet. Hein. Voilà, bon, s'ils ont envie de venir. Légitime. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens sont légitimes. À partir du moment où on détourne de l'argent public, à venir poser des questions en toute transparence. Parce que ce travail, il n'est pas fait par les journalistes. C'est pas la peine de nous faire du cinéma sur les plateaux télé. Ah non, mais les journalistes, jours. ils sont bons à aller chercher les Robin, les Gideon Robin. Tu sais, les toiles de Gideon Robin à Roubaix. C'est-à-dire les poupées sans visage. C'est ça qu'ils font. Mais ce qui nous intéresse, ils nous le mettent pas sous le nez. D'accord? Mais même ceux qui font semblant de dénoncer comme Pascal Pro, Pascal Pro, pourquoi il n'est pas chez McKinsey? Ouais. C'est tout. Mais ils se connaissent, t'inquiète. Non mais pourquoi ils ne font pas leur vrai travail? Pourquoi ils en parlent les pas? sénateurs, les rapporteurs qui font des rapports et qui convoquent Véran et certains consultants, pourquoi quand ils ont convoqué les consultants de McKinsey sur la chaîne publique Mettez-vous Sénat, côte à côte. ils n'ont pas parlé des scandales, des crises d'attention, attention derrière toi, ils n'ont pas parlé des scandales sanitaires, la crise des opioïdes, etc., Cadra, hein? Ils n'ont pas parlé de la fraude fiscale. Que McKinsey la fraude fiscale de McKinsey, qui n'ont pas parlé de tous les scandales sanitaires et géopolitiques qui sont liés à McKinsey. Ils ne l'ont pas fait. La première des choses, c'est à présenter McKinsey, à dire exactement ce à quoi il est mêlé, ce à quoi est mêlée la firme, la fameuse firme, cette mafia, cette corruption. Il y a deux sièges. Il y a Paris ici, 90, voilà, où on est allé, mais il y a aussi à Lyon. Donc les gens, ils y vont comme on y est allé, tranquillement. Bah oui, Ils tranquillement. essaient d'attraper des personnes pour leur poser des questions. Poliment, gentiment. Et s'ils n'ont rien à se reprocher, ces gens-là, eh ben, ils répondront. Et ils nous démontreront par les arguments que nous avons tort, les arguments, mais aussi avec les éléments factuels, parce que nous, on arrive avec des informations. Voilà. Des informations que n'importe qui, le Kidam, il peut trouver sur Internet, et que Comment madame tu l'as la dit, sénatrice... consultant. Et que madame la sénatrice n'est pas capable de trouver puisqu'elle te parle d'un truc à 700 000 euros alors que c'est 100 millions d'euros depuis 2018 à aujourd'hui. Et encore, souvent quand on te dit 100 millions, tu peux dire qu'il y a beaucoup plus. Voilà. Et en fait, vous y allez dans la paisibilité, dans la paix, tranquillement, avec des vraies questions, avec des vrais éléments, Oui. et pour aller chercher la vérité, Cadra. tout Parce simplement. Que là, ils vont beaucoup trop loin. Ils vont s'occuper de la stratégie vaccinale pédiatrique. Et moi, je voulais savoir sur quel fondement scientifique ils veulent aujourd'hui qu'on aille vers la vaccination des enfants, qui me présentent des rapports, des études scientifiques qui nous disent qu'il faut vacciner les enfants parce qu'il y a un danger sur les enfants. Et ça, tu vois, j'en suis sûre qu'ils auraient été incapables d'y répondre. Parce qu'il n'y a rien, c'est tout le contraire. Voilà, donc Véran, vous pouvez vous dire que voilà, C'est un la pantin. commission là, C'est un bien pantin. gentil avec lui, bon, mais ils sont toujours dans la pyramide des intouchables, quoi. Et les filles... Un peu d'humour. Est-ce que tu crois que McKinsey est derrière Jean-Michel Brigitte? Ah, je sais pas. C'est hyper Il faut important. que vous sachiez quand McKinsey a rencontré Macron. Donc, la rencontre de McKinsey et de Microbe Premier, ça a été en 2007. Quand notre Microbe Premier, alors, 29 ans, il non était inspecteur des finances. Il avait 29 ans, d'accord? Et il devient rapporteur général adjoint de la commission Attali, le microbe. Hein. Donc, tu vois que tout est lié. Hein.
Voilà. Toujours les mêmes. Donc là, je vous demande de continuer à partager, de partager dans tous les groupes, dans tous les réseaux, de les envoyer par WhatsApp. Voilà, c'est hyper important. Il faut venir pêcher l'information Vous allez voir sur vos place. maires, c'est Consultor. Consultor. Vous avez des élus, allez les voir, vos maires, parce qu'ils sont plus proches. Apparemment, ils sont beaucoup plus accessibles. Allez les voir avec ces informations et interpellez-les. Parce que s'ils ne savent pas, c'est très grave. Alors on se demande ce qu'ils font. S'ils savent, ils sont complices. Et à ce moment-là, il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut toujours y aller, de manière, de toute façon, dans l'ouverture de la discussion, etc. Mais il faut bien leur rappeler que je suis désolée. Nous sommes les employeurs. Alors moi, je vais finir avec un petit mot que j'avais chopé cette phrase sur un post. Et j'ai trouvé ça tellement bien. J'ai trouvé tellement exactement ce qui se passe. Écoutez bien, je préfère être dans l'illégalité que dans l'immoralité. Une règle immorale imposée par des gens immoraux ne doit en aucun cas être respectée. Réfléchissez ça, messieurs. Messieurs, dames, si vous avez des valeurs, vous ne pouvez pas accepter tout ce qu'ils vous mettent en place. C'est pas possible. Bon, maintenant, donc réveillez-vous. Vous avez compris pourquoi ils veulent pas qu'on aille sur les Champs-Élysées, les manifs, parce qu'il n'y a pas que l'Élysée en réalité. Ah non, c'est vraiment le triangle. Triangle d'or. Là, tu as McKinsey. Dans une des rues là, adjacentes, tu as le siège des LBD. Alcetex. En fait, Nadia, le siège d'Alcetex, il est exactement 55 aussi rue Pierre Charon. Ouais, voilà. Et les rues Pierre Charon aussi, il me semble que c'est 55. On avait fait une OP un jour, on était parti devant le 55 rue Pierre Charon parce qu'il y a il y a le siège de Alcetex, celui qui fabrique les cartouches des LBD. Ah oui. Il était là-bas. D'accord. Voilà. Comme on pouvait pas y avait aller, été l'année dernière. Ils sont tous ensemble, hein. Ouais. Non, un peu plus. Et en 2019. Comme on pouvait pas aller. Cabinet privé McKinsey, oui. Un cabinet privé. Mais il n'y a pas que McKinsey. Ok, les amis. Il y a une enquête qu'on voudrait faire quand même, on va pousser plus loin McKinsey, parce qu'on nous parle beaucoup de BlackRock. Je voudrais savoir les liens qu'ils ont avec McKinsey et BlackRock. Non, alors si c'est pas les mêmes qui sont derrière. Il y a 3 trucs. C'est McKinsey, BlackRock. Alexis Kohler. Ah oui, ça aussi. McKinsey, Alexis Kohler. Mimi Marchand. Et Mimi Marchand. Voilà. C'est les 3. Alors Mimi Marchand pour la pédocriminalité. Ils sont très très liés tout ça. Tout ça c'est lié, il faut travailler dessus. Normalement, les journalistes, que ce soit les vrais journalistes, ils doivent aller s'intéresser à combien a été dépensé. C'est ce type de questions qu'ils doivent aller poser au cabinet McKinsey. Ben voilà, on l'a fait. J'espère qu'on a ouvert une brèche et que peut-être des journalistes vont s'intéresser d'investigation. Attention, vont s'intéresser de plus près à tout cela. Tu as vu que la manif média, elle est annulée, ouais. Alors parle-nous de la manif, oui, non, justement. Elle n'est pas annulée, elle a été interdite. Elle est interdite. La manif média, elle a été interdite. Celle qui devait démarrer à Bourse, hein. C'est dommage parce qu'elle était bien là, tu vois. Mais en revanche, en semaine, je propose qu'on aille faire comme on a fait aujourd'hui. Moi, on ira voir Pro et je vais lui dire pourquoi il parle pas de McKinsey, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, oui, mais sauf que quand tu es en bas de CNews, tu peux pas monter, c'est pas comme ça. Hein. Pardon? Mais on va choper quand il va sortir. Ouais, d'accord. Ok, à bientôt Pascal Pro. Il s'est attendu une perche, il a dit comment ça se fait que les médias ne parlent pas de tous les sujets sur les plateaux. Voilà. Et on va aller le voir et on va lui proposer. Alors Sarah, si tu veux bien lancer la première image de mon diaporama. Aujourd'hui, je vous parle de McKinsey et compagnie, dont on parle déjà depuis un certain temps dans l'info en question, mais pas que. On a vu qu'au Sénat, c'était un sujet tout à fait actuel et brûlant, puisqu'il y a eu une audition très récemment, mais on en parle un petit peu plus tard dans ma présentation. Donc, il est qualifié, ce cabinet de conseil en stratégie, comme le cabinet qui dirige le monde selon Marianne, et également la vaccination en France. Voilà la main qui donne la clé de la France à la main qui reçoit. Est-ce Macron? Est-ce d'autres personnes comme Olivier Véran qu'on a vu tout à l'heure? Alors, on prend d'abord les choses par le début. Quand je fais un sujet, je commence par regarder sur Wikipédia, qui bien sûr est loin d'être objectif, est loin de donner les vérités absolues, mais ça donne une espèce de baromètre de départ. Surtout quand il s'agit de ce genre d'entreprise mondialiste et tout à fait dans le système agréé par les personnes qui nous torturent depuis 2 ans. Alors, McKinsey et compagnie est un cabinet international de conseil en stratégie, dont le siège est situé à New York aux États-Unis, et vous verrez que le siège du cabinet en France est également situé aux États-Unis, mais on développe ça dans un instant. Ce cabinet a été fondé en 1926 par James Oscar McKinsey, professeur à l'université de Chicago, tout comme Milton Friedman d'ailleurs, qui est
l'initiateur théorique, en tout cas, du néolibéralisme tel qu'on le connaît maintenant. Alors, McKinsey est présent dans 65 pays et compte 33 000 personnes, en tout cas en 2020, dans son personnel. Ici, on parle de 470, 470 personnes en France, mais d'après les dernières données que j'ai, c'est plutôt dans les 500 à plus personnes qui travaillent en France, justement, parce que vous verrez que la France est vraiment centrale pour le bureau, pour le cabinet McKinsey. Et on va voir à la fin de ce diaporama différents scandales dans lesquels McKinsey s'est illustré. Et encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée du genre de société à qui on confie la stratégie vaccinale, entre autres de la France. Alors, McKinsey en France. Sur le site de McKinsey version France, on lit ensemble, nous accélérerons une croissance durable et inclusive. Peut-être que ces mots vous disent quelque chose et ce n'est pas innocent puisque c'est les mots qu'utilise également Klaus Schwab dans son Forum économique mondial pour parler de l'avenir qui sera durable, inclusif et résilient également. C'est intéressant de voir que tous ces gens utilisent vraiment le même vocabulaire, hein. Donc, on nous dit sur le site de McKinsey que le cabinet est engagé dans les transformations décisives de ses clients. Alors, ces clients, ça peut être des États, mais ça peut être aussi de grosses entreprises. Et on apprend aussi qu'il y a 2 bureaux principaux en France, un à Lyon et un à Paris, sur les Champs-Élysées, s'il vous plaît. On ne se refuse rien au 90 avenue des Champs-Élysées pour être plus précise. En France, donc McKinsey a commencé à déployer son influence depuis 1964 et il est dit sur la page France du cabinet McKinsey que le bureau français joue un rôle d'accélérateur de l'innovation. Voilà, donc c'est de nouveau le laboratoire de toutes les nouvelles technologies et du contrôle et du test sur les habitants, sur nous, sur la population française, des réactions face à ces nouveaux outils de contrôle qui sont déployés de plus en plus vite, notamment en France, mais évidemment pas seulement en France. On va voir que ces alumni, ce qu'ils appellent les alumni, c'est les anciens de McKinsey, sont ensuite redirigés vers des grosses entreprises et deviennent leurs dirigeants quand ils ne parasitent pas, quand ils n'intègrent pas directement les ministères ou les services administratifs publics, notamment comme on le verra tout à l'heure en France. Alors voilà, je vous parlais du siège en fait de McKinsey France qui est finalement dans un État bien connu des États-Unis, qui est le Delaware, qui est donc un paradis fiscal parmi les plus avantageux, et grâce auquel le cabinet McKinsey, qui est dans une petite fenêtre ici dans cet étage fictif, qui en fait n'est pas du tout un lieu de travail pour McKinsey, mais simplement un lieu d'évasion fiscale, ce qui lui permet donc de payer par an 175 $. Mais soyez rassurés, braves gens, l'autorité de tutelle de la direction interministérielle à la transformation publique nous dit que McKinsey est en règle avec l'administration fiscale française. C'est bon, on est rassurés. Alors, sur le site toujours de McKinsey, on voit qu'il y a 20 pôles de compétences sectorielles. Donc, c'est vraiment 20 domaines dans lesquels McKinsey délivre ses précieux conseils. Donc, j'en ai mis quelques-uns en jaune qui me paraissaient intéressants, mais évidemment, tous sont très, très pertinents, très, très parlants sur l'emprise que McKinsey a sur le monde, finalement. C'est un petit peu du même acabit que BlackRock, Vanguard et autres fonds d'investissement qui dirigent le monde, comme on l'a vu durant les dernières émissions. Là, on voit donc des domaines comme l'aérospatiale, la défense, donc le militaire, l'éducation, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie pharmaceutique, évidemment, et les dispositifs médicaux, les médias. Donc, on a vraiment tous les centres de pouvoir et tous les centres d'influence qui se rejoignent, qui se regroupent dans ce genre de cabinet. Le secteur public et social, on le verra avec l'interpellation au Sénat de différents acteurs publics, dont Olivier Véran tout à l'heure, qui nous parlera de pourquoi McKinsey intervient si intensément dans la politique française. Les services financiers, les systèmes et services de santé, la technologie, les médias, les télécommunications, etc., tourisme et j'en passe. Alors, on fait une petite digression sur la famille, entre guillemets, McKinsey
et j'ai écrit « J'aimerais le fils » parce que, vous le savez maintenant, Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel en France, qui donc valide toutes les lois liberticides comme la loi sur le pass sanitaire puis la loi sur le pass vaccinal, a deux fils, dont l'un d'eux s'appelle Victor, l'autre c'est Thomas, mais on va pas expliquer aujourd'hui ce que fait Thomas avec ses jeux d'argent, etc. Mais Victor est un directeur associé de McKinsey. Alors, McKinsey compte 69 directeurs associés en France, ça c'est à Paris, et lui, il s'occupe précisément de la consommation et de la distribution et de la technologie. Alors, j'ai pas mis le détail ici, mais je vous le mettrai dans les sources. Vous pourrez aller voir son rôle exact sur le site de McKinsey. Alors, on voit que Marguerite Cazeneuve, qui a été directrice déléguée à l'assurance maladie, qui a été conseillère santé au Premier ministre, donc on voit qu'elle était dans le public, bien implantée dans la santé, eh bien, est issue du cabinet McKinsey. Que Stephen Hodge, qui est président, pas président directeur général comme Stéphane Bancel, mais juste président de Moderna, est aussi un ex-associé de McKinsey. On voit que Maël de Calan, qui est un élu, qui a été élu président du conseil départemental du Finistère le 1er juillet 2021, donc il y a 7 ou 8 mois, est également un ex-consultant de chez McKinsey. Et on voit enfin que Amir Malik, qui est vice-président chez Pfizer depuis août 2021, est également lui aussi un ex-consultant de McKinsey. Donc, McKinsey fait la stratégie vaccinale et en même temps, au sein des administrations des sociétés de vaccins. Aucun conflit d'intérêt, mais non, mais non. Ensuite, on voit aussi, ça c'est un petit laïus sur les fils, tant qu'on était dans le jeu des 7 familles, le fils van der Leyen, donc le fils de la présidente de la Commission européenne, David, est également un ex-consultant de chez McKinsey. Maintenant, on va parler un petit peu du volet digital de McKinsey, qui nous dit, et là j'ai trouvé ce paragraphe tellement caricatural que je n'ai pas pu m'empêcher de vous le montrer, que dans le chapitre donc de l'identification digitale, puisqu'ils ont écrit un rapport en 2019, en avril 2019, que je vous présente juste après, sur l'identification digitale, la fameuse identité numérique, ils nous disent donc que leur compréhension d'une bonne identification a été éclairée par des consultations approfondies avec leurs partenaires, qui sont les Open Societies Foundations de George Soros et la fondation Rockefeller. On les retrouve encore une fois dans ce plan-là. Et puis également que le cabinet McKinsey avait mené des discussions approfondies sur les opportunités et les défis associés à l'identification numérique avec des experts de qui? Eh bien, des experts de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et également du programme, le problème lapsus révélateur, programme des Nations Unies pour le développement. Et on retrouve également une allusion à la Banque mondiale et au Forum économique mondial, le WEF de Klaus Schwab, et également peut-être cet acronyme que vous n'avez probablement jamais vu, ID4D, qui est allié avec ID 2020 pour donner une identité numérique, une identification digitale à tout le monde, dans lequel donc la Banque mondiale joue un grand rôle. Voilà le fameux rapport de avril 2019 sur l'identification digitale, dont je vous donne 2 ou 3 pages seulement pour vous donner une idée. Ici, donc l'identité digitale est vue comme ayant un rôle important dans 6 domaines. Ces domaines sont le domaine du commerce, avec des enregistrements et des authentifications, ce qu'ils appellent simplifiées, avec cette identité numérique qu'on aurait en nous, sur nous, ou dans nous, on ne sait pas très bien, et également pour les paiements. On va voir que l'argent intervient évidemment toujours dans cette histoire d'identité numérique, comme Jean-Jacques nous l'avait rappelé il y a quelques semaines, avec le fameux crédit social qui incluait le crédit bancaire, etc., etc., etc. Donc cette identité numérique permettrait aussi de vérifier les antécédents des gens entre les travailleurs et leurs patrons, de permettre de les payer de façon efficace, comme ils le disent, donc c'est-à-dire que on ne passe plus par de l'argent liquide, évidemment, et puis tout se fait avec nos avatars numériques, et ça veut dire que si on ne joue pas le jeu, eh ben, probablement pas de salaire à la clé. Ça permet d'enregistrer des entreprises, de faire des transactions, soi-disant toujours sécurisées. Le mot sécurité, je trouve, est pas mal employé dans le lexique du contrôle, quand il s'agit de nous surveiller, de nous contrôler.
On nous parle de l'argent, évidemment, avec l'identité digitale qui permettrait de faire des revenus avec cette identité numérique, des services des gouvernements qui passent par là. On a déjà vu que c'est déjà le cas en France. Il y a beaucoup de choses qui se font avec cette identité ou avec la carte vitale, avec des numéros qu'on a déjà. Je trouve que la France est assez avancée dans le domaine. Ça permettrait aussi de voter en ligne. Alors, double pénalité, j'ai envie de dire, puisque avec Dominion et Seattle, etc., on voit la fraude possible. Mais si en plus, on ne peut voter que si on a un identifiant digital, ça donne une petite idée de notre pouvoir de mettre en place une démocratie. Les inscriptions scolaires aussi se feraient avec cette identité digitale. Et puis enfin, dans l'immobilier, les propriétés foncières, les ventes, les achats, etc., les taxes foncières, toutes les taxes seraient payées avec cette identité digitale. Moi, personnellement, ça ne me fait pas du tout envie. Alors ici, on nous dit sur la page suivante que l'identité digitale serait faite avec nos empreintes digitales, notre iris, notre visage ou notre voix. Je pense qu'ils ont oublié également la puce RFID ou autre matériel nanotechnologique à l'intérieur du corps ou des implants dont d'ailleurs Elon Musk faisait état il y a quelques jours en parlant des essais qui ont été faits. J'en profite pour digresser un petit peu, des essais qui ont été faits sur les singes, et on nous a dit que 7 parmi les 23 primates cobayes ont survécu à ces implants dans le cerveau. Et puis on nous dit aussi que ces identités digitales sont déjà sur nos cartes, smart cards, nos téléphones mobiles, et ça, je ne sais pas ce que c'est exactement, des jetons de sécurité. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça suit tout à fait la ligne de tout ce qu'on dénonce depuis des mois et des années par rapport à l'agenda du WEF, par exemple, qui s'est déroulé en janvier, avec une accélération du numérique, avec le Great Reset, avec la 4e révolution industrielle, avec les cabinets, le LEM, etc., le Graphene Flagship, qui vont tous dans la direction d'une digitalisation quasi totale de l'être humain. Ensuite, là, on passe au scandale et aux controverses. C'est Wikipédia qui nous en fait état. Alors, je vais résumer. C'est évidemment, comme je le disais au départ, pas une liste exhaustive. Donc, il y a l'affaire Enron, dans laquelle McKinsey s'est illustré pour fausse comptabilité et orientation de stratégie de l'entreprise vers un trading d'électricité de matières premières. Tout ce qu'il y a de plus vertueux, je dirais, avec de gros guillemets. L'affaire Boeing, dans laquelle McKinsey aurait recommandé à l'entreprise Boeing de corrompre 8 fonctionnaires indiens pour exploiter une mine de titane. On voit également que McKinsey a un rôle dans la crise de 2007-2008, la crise des subprimes, rappelez-vous, comme Goldman Sachs. D'ailleurs, moi, je trouve qu'ils sont assez similaires, ces deux-là, sauf que Goldman Sachs, c'est une banque et que peut-être les tentacules sont un peu moins longues, mais c'est le même esprit. Donc, l'idée, c'était que McKinsey encourageait les banques à titriser, donc à transformer les dettes immobilières, les hypothèques des clients en titres, au même titre que de la monnaie, que du liquide ou que des obligations ou des actions, de manière à augmenter le levier qui permettait d'émettre de la monnaie, de créer de la monnaie. Alors, on ne développe pas ici, mais ça permettait évidemment à la banque, enfin au cabinet de s'enrichir. Délit d'initié de Rajat Gupta, qui est directeur général chez McKinsey pendant 9 ans, a été reconnu donc coupable de délit d'initié, condamné à 2 ans de prison, avec un procès qui est décrit comme à peu près le même que celui de Madoff, le plus gros depuis Madoff. On voit aussi que grâce à McKinsey, 3 dissidents ont été enfermés en Arabie Saoudite parce qu'il s'opposait aux réformes économiques d'austérité. Voilà, merci McKinsey d'aider si bien le pouvoir. On voit qu'il a participé aussi à l'effondrement en bourse de Valeant Pharmaceutical en faisant une sorte de shortage, comme on dit, et tout ça à cause d'un conflit d'intérêts entre les consultants de McKinsey et le hedge fund Mio Partners, appartenant également au cabinet McKinsey. On voit qu'il a un rôle dans le prix des médicaments. Donc, McKinsey a encouragé ses clients à augmenter les prix des médocs, les prix des médicaments. Voilà, quand on sait tous les effets iatrogènes, qu'il a eu un rôle dans l'industrie du tabac entre 1999 et 2001, lorsque Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco, qui sont vraiment les 3 grosses sociétés de tabac qui se sont réunis en secret avec le projet Cerberus, eh bien, l'idée, c'était de lutter contre les mesures anti-tabac, et McKinsey était présent pour les aider à participer au meeting. Le scandale des opioïdes dans lequel Johnson & Johnson est impliqué, rappelez-vous, 500 000 personnes qui sont mortes à cause d'un usage abusif d'opioïdes. Eh bien, McKinsey est accusé d'avoir encouragé les industriels
à prescrire ces opioïdes dangereux afin d'accroître leur vente. Alors McKinsey a accepté de verser 573 millions, j'allais dire seulement 573 millions de dollars pour clore les poursuites judiciaires et pour se blanchir de toutes ses responsabilités dans cette participation à un crime, on peut dire ça comme ça. Et puis on finit par un peu de fraude fiscale, puisque comme on l'a dit avant, le siège est au Delaware, dans lequel l'entreprise McKinsey n'exerce aucune activité et ne paye donc que 175 $ par an d'impôts. On parle aussi de corruption en Afrique du Sud, détournement de fonds en Belgique, poursuite pour racket et falsification de documents. Bref, le pédigré de McKinsey est long et apparemment intéresse le pouvoir français. Donc McKinsey maintenant et le pouvoir français, ce n'est pas une histoire qui date du Covid, puisque depuis la commission Attali en 2007, la commission de libération de la croissance française, comme cette commission s'est appelée, eh bien on voit que Emmanuel Macron, qui était alors inspecteur des finances, y a rencontré Éric Labaille, qui était chez McKinsey, et qui deviendra par la suite et par miracle président de Polytechnique le 17 septembre 2018, au moment où Emmanuel Macron est en fonction. Et puis, ce monsieur, vous l'avez certainement déjà vu si vous suivez un petit peu l'affaire McKinsey, Karim Tadjeddine, qui est directeur associé, l'un des directeurs associés, mais lui, il est vraiment senior pour la France. Il a travaillé de 2002 à 2006 au ministère des Finances, donc il vient du public, et il a été recyclé chez McKinsey, au bureau à Paris, où il est responsable du secteur public, c'est-à-dire qu'il est en communication avec l'État, qui évidemment le rémunère grassement pour ses services. On le verra tout à l'heure. Et il a été rapporteur de la commission Attali, justement, jusqu'à sa fin, c'est-à-dire de 2007 à 2010. Et en fait, tout ce petit monde se connaît grâce à ce genre de réunion, comme la commission Attali, et ensuite permet de placer les agents de McKinsey au gouvernement, dans les ministères et aux postes intéressants et très lucratifs. Reparlons de la campagne de vaccination en France, dans laquelle le cabinet McKinsey a été mandaté depuis le 30 novembre 2020. Là, j'ai marqué novembre, mais c'est le 30 novembre. Il y a eu des signalements à ce propos, notamment de Yannick Jadot, qui a interpellé sur Twitter, je vous montre le tweet juste après, qui est député européen, qui a demandé de la transparence sur la nature des contrats qu'il y avait entre McKinsey et le gouvernement français, puisqu'il s'était aperçu qu'il y avait des millions d'euros qui passaient des poches publiques, de nos impôts, vers ces cabinets de conseil en stratégie. Et puis, on apprend donc, ça c'est sur Wikipédia, que le 17 mars 2021, Anticor a saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour que la transparence soit faite. Et alors, 1 an plus tard seulement, c'est là qu'on a commencé à voir les premières auditions des agents de McKinsey, donc depuis janvier 2022, il y a un mois, qui ont été auditionnés par le Sénat en plusieurs phases. Et on va voir notamment la phase du 18 janvier et celle du 2 février qui se terminera avec Olivier Véran. Donc voilà le fameux tweet de Yannick Jadot du 5 janvier 2021. Et c'est à ce moment-là que des articles étaient sortis en masse sur McKinsey, notamment aussi un article de Politico qui a aussi mis le feu aux poudres en parlant de la campagne vaccinale qui était dans les mains de McKinsey. Et donc, on va passer la petite vidéo avant que je continue sur l'évaluation du métier, de l'évolution du métier d'enseignant dans lequel Karim Tadjeddine est interpellé par la sénatrice. Vous allez voir, il n'emmène pas large. Et si ça, c'est quelqu'un de valable dans un cabinet de stratégie de la réputation de McKinsey, eh bien, on peut avoir une petite idée de la qualité tout court de ce qui s'y décide. On y va, Sarah. Vous nous avez dit tout à l'heure que votre valeur ajoutée, c'est de réaliser des expertises sur des enjeux complexes. C'est ce que vous nous avez dit dans vos propos. Alors, bon, je sais bien que le métier d'enseignant est un métier très difficile, notamment dans ce moment de crise épidémique avec la Covid-19. Mais je pense justement que ils ont démontré que c'était des experts en matière d'enseignement. Or, vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation
et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Voilà, nous avons accompagné la DITP dans cette réflexion. Et nous travaillons maintenant, Madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise quand même, parce que c'est un sujet qui pourrait être un sujet d'ampleur. Et le contrat n'est quand même pas, enfin, c'est une somme assez conséquente quand même. Donc, ça aboutit à quoi précisément? Ça a conduit, Madame la rapporteure, à l'ensemble de travaux qui ont été réalisés avec à la fois la DITP et le ministère de l'Éducation. Donc, il s'agissait d'une part de travaux de benchmarking, de comparaison de quelles avaient été les évolutions faites par un ensemble de pays européens pour anticiper les évolutions du métier d'enseignant. Bien analyser également quelles étaient les évolutions des systèmes éducatifs, notamment de pilotage du système éducatif dans l'ensemble des pays européens, et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021. Madame la rapporteure. Donc, il y avait des responsables, des enseignants qui collaboraient. Oui, Madame la rapporteure, mais je n'ai pas directement piloté ces travaux. Je pilote l'ensemble du secteur et j'ai des collègues qui sont spécialistes de ces problématiques d'évolution de l'enseignement, Madame la rapporteure. D'accord, merci. Voilà, donc vous voyez un petit peu, le cafouillage et puis son masque qui glisse tout le temps. Enfin bon, voilà, ça c'est le directeur associé en chef pour la France qui est en lien avec l'État français pour les fameux conseils. Donc là, voilà, le résumé, c'est que l'État français a payé avec nos impôts presque 500 000 € au cabinet de conseil McKinsey pour évaluer l'évolution du métier d'enseignant sans qu'on sache vraiment à quoi cet argent a servi. Voilà. Et puis, par rapport à la campagne présidentielle, puisque McKinsey, encore une fois, était présent pour organiser cette campagne, eh bien, le Sénat nous dit en résumé que la centriste, donc la sénatrice Nathalie Goulet, a mentionné des articles de presse selon lesquels une vingtaine de salariés de McKinsey auraient participé à la campagne d'Emmanuel Macron, donc la campagne présidentielle de 2017. Elle nous dit, il y a des liens assez forts entre votre cabinet et la campagne présidentielle. Et la réponse de Karim, je crois que c'était, oui, Karim Tadjedine, toujours lui, en tant qu'employeur, je ne suis pas habilité, ne serait-ce que de demander à une personne, si elle exerce des activités ou une implication politique. Voilà sa réponse. Donc, il n'est pas tenu de savoir quelles activités ont ses employés et donc il ne peut pas répondre à la question de savoir si McKinsey a participé à la campagne. Voilà. Et puis, pour encore une petite chose, la réforme des retraites, donc c'est un petit peu comme BlackRock au moment des Gilets jaunes, où cette réforme était en préparation. Eh bien, McKinsey a également contribué pour le montant modique, pour la somme modique de 920 000 €, presque 1 million d'euros. Et donc, la sénatrice lui demande, je ne sais plus, oui, à Thomas London, qui est aussi un employé de chez McKinsey, quel était le rôle de McKinsey dans cette réforme. Et il lui répond, elle a permis de dégager un certain nombre d'aménagements dans l'organisation au-delà de la préparation d'une réforme. Donc, réponse qui n'est pas une réponse, on botte en touche et on ne sait toujours pas à quoi a servi cet argent et quel a été le rôle effectivement de McKinsey dans la réforme des retraites. Voilà, on retrouve notre petit Olivier Véran, pour lequel une audition a été demandée par Eliane, en tout cas régentée par Eliane Assassi, qui demande à Olivier Véran, on va le voir dans la petite vidéo qu'on va passer à la fin de cette slide, la lecture donc des livrables, ce qui s'appelle les livrables, donc c'est les contrats, en tout cas ce qui peut être livré de façon transparente entre McKinsey et le ministère de la Santé. Leur lecture, donc elle dit, leur lecture donne quand même le vertige car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les points de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Effectivement,
On a une administration en France qui peut très bien s'occuper de ça sans devoir verser des sommes colossales supplémentaires pour des cabinets privés qui, on le voit, sont perclus de conflits d'intérêts. Et puis alors, Olivier Véran, il répond en disant que les consultants n'ont pas été mandatés, ils ont été intégrés directement aux équipes, effectivement. C'est bien plus pratique si, au lieu d'être mandatés avec des contrats externes, eh bien, ils sont directement dans les équipes du ministère. On peut passer l'extrait, Sarah, quand tu veux. J'ai une question à vous poser dans un premier temps, c'est précisément sur le rôle des cabinets de conseil dans la prise de décision. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que notre vocation, la vocation de cette commission d'enquête, c'est vraiment de comprendre pourquoi ces derniers temps, il y a eu un recours en augmentation des cabinets de conseil privés sur des missions qui nous semblent quand même importantes. Et nous voulons comprendre parce que ça peut supposer qu'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent opaques puissent être levés et gagner surtout en transparence. À la demande de la commission d'enquête, le ministère a transmis, donc vous l'avez dit, l'ensemble des livrables des cabinets de conseil pendant la crise sanitaire et sincèrement, nous vous en remercions. Toutefois, leur lecture donne quand même le vertige car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les pans de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Voilà, donc on termine avec la réponse de Olivier Véran, toujours le même ministre de la Santé en France, quand le sénateur Arnaud Bazin relève que McKinsey a bénéficié de plusieurs contrats à la suite, puisque normalement on doit intervertir et pas toujours mandater les mêmes personnes. Donc il nous dit qu'il y a plus d'une dizaine au total de contrats qui se déroulent à la suite dans la crise sanitaire. Eh bien, Olivier Véran évoque la continuité des contrats sur la même action, donc on donnait au même mandaté, les missions pour que ça reste cohérent. Et il nous dit que nous avons très récemment, tout début 2022, donc ça c'était l'audition du 2 février, contractualisé avec le cabinet McKinsey en renfort de la campagne de vaccination pédiatrique, donc pour les enfants cette fois, et ceci jusqu'à la date du 4 février, donc quelques jours après l'audition, pour la somme modique de 2 millions d'euros par mois, c'est-à-dire même plus que 2 millions, puisqu'il y a 26,79 millions d'euros depuis 2020, enfin disons que mis bout à bout, ouais, ça fait à peu près ça, pour les dépenses, avec nos impôts toujours, du ministère de la Santé vers ce cabinet de conseil hautement honnête, comme on a pu s'en apercevoir. Ma conclusion, c'est celle de The Economist du 4 mars 2021, qui disait texto, les consultants de McKinsey sont convaincus qu'ils font partie des êtres humains les plus intelligents. Ils sont en réalité parmi les gens les plus arrogants et irresponsables.